Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, portant sur le livre Psychologie des masses et analyse du moi de Sigmund Freud, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 12 diapositives. Sigmund Freud est un médecin autrichien. Il est né en 1856 à Freiberg, dans une famille juive ashkénaze. Il grandit dans le quartier juif de Vienne, mais ne semble pas avoir eu d'éducation religieuse poussée. Il obtint son diplôme de médecine en 1881. Étudiant d'abord les neurones, il évoluera peu à peu vers la psychologie, qui était alors balbutiante. Influencé par l'école de la Salpêtrière, de Jean-Martin Charcot, et par Ambroise-Auguste Liébaud, il va s'intéresser à la psychologie et développera ce qu'on appelle aujourd'hui psychanalyse. Il sera visé par les nazis, mais restera à Vienne jusqu'en mars 1938, lorsqu'il s'exilera à Paris, puis Londres, où il mourra en septembre 1939. Il est l'oncle d'Édouard Bernays, dont nous avons étudié le livre Propaganda dans une précédente fiche de lecture. Il publia le livre Psychologie des masses et analyse du moi en 1921, c'est 26 ans après la première parution de Psychologie des foules de Gustave Le Bon, dont il constitue une analyse et un prolongement. Dans un premier temps, Freud propose un résumé du livre Psychologie des foules de Gustave Le Bon, dont il partage l'analyse. Première citation. Alors que chez l'individu isolé, l'avantage personnel est à peu près l'unique ressort, il est chez les masses très rarement prédominant. On peut parler d'une moralisation de l'individu par la masse. Alors que le rendement intellectuel de la masse se situe toujours très au-dessous de celui de l'individu, son comportement éthique peut tout aussi bien s'élever très au-dessus de ce niveau que descendre très en dessous. L'abaissement du niveau intellectuel de l'individu pris dans la masse avait été noté par Le Bon, mais celui-ci n'avait pas abordé la question de l'éthique. Seconde citation. Pour Gustave Le Bon, les meneurs tirent leur significativité des idées dont ils sont eux-mêmes fanatiques. À ces idées, de même qu'aux meneurs, il attribue en outre une puissance mystérieuse irrésistible qu'il nomme prestige. Le prestige est une sorte de domination qu'exerce sur nous un individu, une œuvre ou une idée. Elle paralyse toute notre capacité de critique et nous remplit d'étonnement et de respect. Elle pourrait bien provoquer un sentiment du même ordre que celui de la fascination de l'hypnose. C'est cette relation que le meneur entretient avec la masse que Freud souhaite approfondir, car elle n'avait été abordée que superficiellement par Le Bon. Voyons plus en détail les apports que Freud entend apporter à l'œuvre de Le Bon. Tout d'abord, considérant que le lien par lequel le meneur tient la foule est une forme d'hypnose, Freud va développer ses réflexions sur ce mécanisme dans le cadre de sa théorie globale. Je cite. L'hypnose partage avec l'état amoureux la restriction à ces deux personnes, mais elle repose entièrement sur des tendances sexuelles inhibées quant au but et met l'objet à la place de l'idéal du moi. La masse multiplie ce processus. Elle concorde avec l'hypnose quant à la nature des pulsions qui assurent sa cohésion et quant au remplacement de l'idéal du moi par l'objet. Mais elle y ajoute l'identification avec d'autres individus qui peut-être fut rendue possible à l'origine par la même relation à l'objet. Nous verrons ensuite quelques développements sur la nature des pulsions dont parle Freud. Celui-ci précise sa pensée dans cette autre citation. Les propriétés apparemment nouvelles, dont fait preuve l'individu lorsqu'il est dans une masse, sont les manifestations de son inconscient, dans lequel, assurément, est contenu dans la prédisposition tout le mauvais de l'âme humaine. La disparition de la conscience morale, ou sentiment de responsabilité, n'offre dans ces circonstances aucune difficulté à notre compréhension. Nous avions depuis longtemps affirmé que le noyau de ce qu'on nomme conscience morale est angoisse sociale. Ce qui apparaît librement chez l'individu participant d'une masse serait en réalité l'expression de son inconscient, qui est habituellement bridé par le conscient. Nous y reviendrons dans un exemple de masse organisée précisément afin de moraliser l'individu.
Voyons ce que Freud dit du concept de libido, qu'il définit comme l'énergie psychique servant à quantifier l'amour comprise au sens large, allant de l'amour sexué à l'amour de soi, en passant par l'amour parental et filial. Je cite. « Dans le cadre de l'état amoureux, nous avons été frappés dès le début par le phénomène de la surestimation sexuelle. Le fait que l'objet aimé jouit d'une certaine liberté au regard de la critique, que toutes ses propriétés sont estimées davantage que celles de personnes non aimées, ou davantage qu'en un temps où il n'était pas aimé. La tendance qui fausse ici le jugement est celle de l'idéalisation. Dans de maintes formes de choix amoureux, il saute même aux yeux que l'objet sert à remplacer un idéal du moi propre, non atteint. On l'aime à cause des perfections auxquelles on a aspiré pour le moi propre, et qu'on voudrait maintenant se procurer par ce détour pour la satisfaction de son narcissisme. Le sujet amoureux idéalise donc l'objet de son amour. Voyons maintenant ce que cela peut impliquer dans le cas de l'amour sexué. Je cite. « Les tendances poussant à la satisfaction sexuelle directe peuvent alors être totalement repoussées, comme il advient régulièrement, par exemple dans l'amour exalté du jeune homme. Le moi devient de plus en plus dénué de revendications, de plus en plus modeste. L'objet est de plus en plus grandiose, de plus en plus précieux. Celui-ci entre finalement en possession de la totalité de l'amour de soi du moi, si bien que le sacrifice de soi de ce dernier en devient la conséquence naturelle. Cela est tout particulièrement le cas dans un amour malheureux, impossible à accomplir, car avec chaque satisfaction sexuelle, c'est bien la surestimation sexuelle qui connaît toujours de nouveau un abaissement. Ainsi, non seulement le sujet amoureux idéalise l'objet de son amour, mais également il abaisse son estime de soi. Au passage, on pourra noter comment ce passage décrit à merveille le phénomène des simps. Voyons maintenant comment le concept de libido peut s'appliquer à une foule. Je cite. « Une masse primaire est un certain nombre d'individus qui ont mis un seul et même objet à la place de leur idéal du moi, et se sont en conséquence identifiés les uns avec les autres dans leur moi. C'est parce qu'ils sont hypnotisés par un objet, ou amoureux de cet objet, car pour Freud l'hypnose est un état amoureux avec exclusion des tendances directement sexuelles, que les individus de la foule vont pouvoir s'identifier les uns aux autres. Notons qu'il existe différents niveaux de réceptivité à l'hypnose. Tout le monde ne se trouve pas au même niveau. Mais voyons comment l'hypnose entraîne ceux qui y ont succombé dans la docilité à la suggestion. Je cite. « Que le moi vive comme un rêve ce que l'hypnotiseur exige et affirme, cela nous rappelle que l'exercice de l'examen de réalité figure parmi les fonctions de l'idéal du moi. Rien d'étonnant à ce que le moi tienne pour réel une perception, lorsque l'instance psychique à qui incombe habituellement la tâche de l'examen de réalité se porte garante de cette réalité. L'objet de l'amour, ici l'hypnotiseur, a remplacé l'idéal du moi. La suggestion se trouve ainsi facilitée pour le meneur, car il se trouve dans la position de valider les suggestions. » Freud propose deux exemples d'institutionnalisation de cette hypnose de masse, l'armée et l'Église. Voyons ce qu'il pense de la seconde avec cette citation. « Se trouvent hors de la liaison de l'amour égal du Christ, même pendant le règne du Christ, ces individus qui n'appartiennent pas à la communauté de croyance, qui ne l'aiment pas et qu'ils n'aiment pas. C'est pourquoi il faut qu'une religion, même si elle s'appelle la religion d'amour, soit dure et sans amour envers ceux qui ne lui appartiennent pas. On n'a pas le droit, aussi difficile que cela soit personnellement, d'en faire vraiment reproche aux croyants. Aux incroyants et aux indifférents, la chose est sur ce point psychologiquement d'autant plus facile. Que cette intolérance ne se révèle plus aujourd'hui avec autant de violence et de cruauté qu'aux siècles antérieurs, la cause en est à rechercher dans l'indéniable affaiblissement des sentiments religieux et des liaisons libidinales qui en dépendent. Je retiens 3 choses de cet extrait. Les musulmans qui se disent frères les uns des autres et qui méprisent les koufars ont un comportement qui confirme ce passage. Lorsque Freud affirme qu'il est plus facile aux incroyants de pardonner aux chrétiens leur rejet des non-chrétiens,
il sous-entend que cela serait plus difficile aux juifs ou aux musulmans. Enfin, la tolérance religieuse qui s'est développée au cours des derniers siècles ne serait qu'une conséquence de la baisse de la foi. Je me demande si ce qu'Ouria Boutelja appelle suprématie blanche n'est pas tout simplement le retour d'une culture religieuse. Et voici une citation plus surprenante, où le juif Freud semble reconnaître la supériorité morale du christianisme. Je cite : « Dans l'Église catholique, chaque chrétien aime le Christ comme son idéal et se sent lié aux autres chrétiens par identification. Mais l'Église exige plus de lui. Il doit en outre s'identifier avec le Christ et aimer les autres chrétiens comme le Christ les a aimés. Ce développement ultérieur de la répartition de la libido dans la masse est vraisemblablement le facteur sur lequel le christianisme fonde sa prétention à avoir acquis une plus haute moralité. » Au-delà du cas de l'Église, voyons quelles sont les conséquences de l'hypnose des masses, telle qu'observée par Freud. Première citation. « Justice sociale, cela signifie que l'on se refuse beaucoup à soi-même afin que les autres, eux aussi, soient forcés d'y renoncer, ou, ce qui est la même chose, ne puissent l'exiger. Cette exigence d'égalité est la racine de la conscience sociale et du sentiment du devoir. Le sens du devoir serait une conséquence du lien libidinal qui existe dans la masse hypnotisée. Si la perte du sentiment religieux ou de l'hypnose en général atténue ce lien libidinal, alors il atténue également le sens du devoir. On peut alors expliquer la perte du sentiment du devoir dans les sociétés occidentales, tel que Gilles Lipovetsky le décrit dans Le crépuscule du devoir. Par ailleurs, voici une citation dans laquelle les trolls de la mouvance Red Pill pourront sans doute se reconnaître. « L'homme a droit à des contre-suggestions lorsqu'on tente de l'assujettir par des suggestions. » La Red Pill est ce qui fait sortir de l'assujettissement par des suggestions, et le trolling serait une forme de contre-suggestion. Le texte de Freud aborde également de manière succincte des thématiques sans doute marginales de son point de vue, mais cruciales pour notre époque. Je pense notamment à la question du multiculturalisme. Voici ce qu'il en dit. Dans les aversions et répulsions qui, de manière non dissimulée, se font jour à l'égard des étrangers qui sont à proximité, nous pouvons reconnaître l'expression d'un amour de soi, d'un narcissisme qui aspire à son auto-affirmation et se comporte comme si la présence d'un écart par rapport aux modalités de sa conformation individuelle entraînait une critique de ces dernières et une invitation à les reconfigurer. La conformation individuelle au référentiel culturel correspond à ce qu'on a appelé homéostasie culturelle, sous l'influence de Ronan Leroux, dans la vidéo sur le livre Cybernétique et Société de Norbert Wiener. Une seconde citation semble correspondre parfaitement au contexte dans lequel des sociétés multiethniques, multiculturelles ou multiconfessionnelles parviennent à durer, comme ce fut le cas avec les régimes autoritaires de Tito en Yougoslavie ou de Saddam Hussein en Irak. Ou encore, la collectivité extrêmement hétérogène et pourtant extrêmement ordonnée qu'est la Légion étrangère. Je cite : « Toute intolérance se dissipe, temporairement ou durablement, de par la formation en masse et dans la masse. Aussi longtemps que se maintient la formation en masse, ou aussi loin qu'elle s'étende, les individus se conduisent comme s'ils étaient de forme similaire, tolèrent la spécificité de l'autre, s'assimilent à lui et n'éprouvent aucun sentiment de répulsion envers lui. Une telle restriction du narcissisme ne peut, selon nos vues théoriques, être engendrée que par un seul facteur, par la liaison libidinale à d'autres personnes. L'amour de soi ne trouve sa limite que dans l'amour de l'étranger, l'amour pour des objets. » Autre sujet marginal à l'époque, qui semble centré aujourd'hui, la question de l'homosexualité masculine. Voici ce que Freud dit de la formation des pulsions homosexuelles. La genèse de l'homosexualité masculine est dans une grande série de cas la suivante. Le jeune homme a été fixé à sa mère, au sens du complexe d'Oedipe, d'une manière inhabituellement longue et intense. Mais vient enfin la puberté une fois achevée, le temps d'échanger la mère contre un autre objet sexuel. Advient alors un retournement soudain. Le jeune homme n'abandonne pas sa mère, mais s'identifie avec elle. Il se mue en elle et se met maintenant en quête d'objets qui puissent remplacer pour lui son moi, qu'il puisse aimer et entourer de ses soins, comme il en avait eu l'expérience de la part de la mère. On voit ici quelles peuvent être les conséquences de la promotion d'une société matriarcale,
dans laquelle la figure du père est systématiquement rejetée. En conclusion, ce texte de Sigmund Freud constitue un prolongement intéressant du livre de Gustave Le Bon, en ce qu'il permet de le rattacher à la théorie psychanalytique. Il apporte également un éclairage intéressant sur différents sujets de société contemporains, comme l'intolérance religieuse, l'homosexualité, les simps et les trolls, ou la dynamique des sociétés multiculturelles. Merci et à une prochaine vidéo.